Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'être envoyé à la COP26 à Glasgow. L'excitation montait peu à peu au fil des 7 heures de train en me disant que j'allais vivre un moment unique. Je m'imaginais croiser Joe Biden ou Emmanuel Macron, écouter des discours historiques et même comprendre la fourmilière de l'intérieur. Mais je dois avouer que, je n'ai pas tout compris à ce qui se passait. Comme beaucoup de COP, celle de Glasgow avait lieu dans un hangar sans charme. L'immense salle de presse surplombait un stand de nourriture infecte et se trouvait au bout d'un couloir immense. Pour entrer dans les salles, il fallait des badges d'une certaine couleur, mais la couleur semblait varier selon la notoriété et le jour. Le soir, les gens se racontaient leur journée et j'avais un peu l'impression de vivre en marge de l'événement, alors que pourtant, j'étais sur place. Mais il paraît que c'est normal, que c'est une COP, que c'est un peu à part et qu'on se laisse emporter dans l'immensité de la vague. Alors pour comprendre, il faut prendre un petit peu de recul, et ça tombe bien, parce que là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui avait beaucoup de recul. Bonjour Paul Watkinson. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Comment est votre climat ? Et on se retrouve, hasard de la géographie, rue de Londres. Vous êtes franco-britannique, nous sommes à Paris, rue de Londres. Donc voilà, comme quoi le hasard... il faut choisir bien. le hasard de la géographie fait bien les choses. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes en quelque sorte un facilitateur, un négociateur du climat. C'est-à-dire que vous êtes un peu un homme de l'ombre, finalement, dans les COP. Il y a les choses qu'on voit à la télé, à la radio, dans les journaux, et vous êtes dans les couloirs, en fait. Et c'est ça que je veux aborder aujourd'hui avec vous. C'est tout ce qu'on ne voit pas, finalement, pendant les COP. Alors, vous avez travaillé pour l'ONU, pour l'UE, pour la France, plus récemment pour les Émirats arabes, dans le cadre de la COP 28. Donc, vous êtes vraiment un négociateur international. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous rapidement avant de parler des COP. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré au début ? C'est la diplomatie ou c'est le climat ? C'est plutôt le climat. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur les questions de l'environnement, des questions du développement durable depuis les années 90. Le climat en faisait partie. Et donc, pour moi, c'était l'opportunité de travailler sur la mise en place d'un cadre multilatéral dont on a besoin. La coordination de l'action, la facilitation de l'action, notamment des plus démunis, et le sérieux. Le contrôle de ce qu'on fait. C'est ça dont on a besoin d'un cadre multilatéral sur le climat et c'est ça que je voulais aider à mettre en place. Alors ce n'est pas un métier facile et vous l'avez dit vous-même au début d'année sur LinkedIn. Alors j'encourage toutes nos auditrices et nos auditeurs à vous suivre. Vous avez publié une photo de vous, une photo un peu particulière. Vous êtes allongé sur votre table. Alors on voit que c'est la table de la COP parce qu'il y a le petit écriteau France, c'est comme ça qu'on reconnaît. Et en fait vous êtes endormi, épuisé sur votre table. Est-ce que finalement vous êtes optimiste au point de vous battre jusqu'à l'épuisement ? Bon, là, c'était la COP de Copenhague en 2009, la COP 15, qui était assez spéciale. C'était épuisant parce que c'était également un échec. Pas totalement un échec, on a mis en place des éléments qu'on a utilisés par la suite. Et donc, lorsqu'on s'épuise, c'est également comment on peut rebondir. Donc, parfois, à la COP, on sort totalement lessivé, incapable de formuler une phrase. Parfois, je me trouve dans une situation les derniers jours où je commence une phrase et je ne trouve pas la fin de la phrase. À ce moment-là, on n'est plus très, très efficace, évidemment. Mais avec cette conférence de Copenhague, oui, on n'a pas trouvé un accord, mais on a repris les travaux en 2010 et on a lancé à Cancun, lors de la COP 16, on a trouvé un accord. Et l'année suivante, on a lancé la négociation qui nous a amenés vers Paris. Donc parfois, on a besoin d'avoir cette capacité à tenir jusqu'au bout, mais ensuite se relever et poursuivre. Cette fois, en 2009, c'était pas lors de la COP. Là, on était totalement au bout, mais on a pu reprendre l'année suivante. Et là, on a eu des résultats et on a jeté les bases de quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus ambitieux. Alors vous avez mentionné la COP 21, celle de Paris, finalement la plus connue en fait pour le grand public. Je vais y revenir parce qu'elle est vraiment historique et vous aviez un rôle très particulier, c'est que vous étiez le chef en fait de l'équipe de négociation pour le climat. Donc on va revenir là-dessus. Et justement après toutes ces COP, vous qui avez vécu je crois de la COP 6 jusqu'à la dernière, les COP de l'intérieur, est-ce que le fait d'avoir accès à toutes ces informations, est-ce que vous êtes plutôt éco-anxieux ou optimiste ? Je peux pas n'être ni l'un ni l'autre.
on est face à un défi majeur. On ne fait pas assez. Les actions sur le climat sont trop faibles. Et on voit ça avec les contributions nationales que les États peinent à mettre sur la table, y compris l'Union européenne qui est en retard et qui pour l'instant est tentée par un affaiblissement de son offre. J'espère que ça réglera dans le bon sens, on ira mieux. Mais ce dont on a besoin, c'est surtout la détermination. C'est ce dont je vais parler après Copenhague. C'est la capacité à continuer à pousser, à relever le niveau d'action, que ça soit dans le cadre de la négociation multilatérale ou pour faire en sorte que l'action au niveau national ou au niveau local, vous êtes conseiller municipal, c'est à tous ces niveaux qu'il faut agir. Donc pour moi, c'est surtout la détermination à poursuivre et trouver les résultats. Vous avez agi justement à plusieurs niveaux. Où est-ce que vous vous êtes senti le plus utile? C'est négociateur, c'est plutôt au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne, ou alors peut-être tout à la fois? Bon, je pense que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à piloter une délégation, la délégation française, et participer aux travaux de l'Union européenne. J'étais un des négociateurs de l'Union européenne pendant 5 ans. Mais depuis 10 ans, je me consacre plutôt aux questions de facilitation, de pilotage de processus. On avait une équipe de négociation lors de la COP 21, c'est vrai. Mais on n'était pas en train de négocier au nom de la France. On était en train de faciliter un accord entre toutes les parties qui étaient autour de la table. Donc notre rôle n'était pas de négocier à ce moment-là, mais de maîtriser le processus, comprendre les intérêts des uns des autres et les aider à trouver un accord. C'était l'objectif de la présidence française de la COP 21. Après, j'étais président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, une des commissions, si vous voulez, de la COP. Et c'est le même rôle. C'est un rôle de pilotage, c'est un rôle de facilitation. Donc, et conseiller la présidence émérienne de la COP28, c'était la même chose. C'était pas pour défendre une position nationale, c'est pour les aider à trouver la voie pour guider toutes les parties vers un accord et trouver ce consensus qui est très difficile dans le processus parce qu'il n'y a pas de règle de vote. On ne peut pas se mettre d'accord. Il n'y a pas de raccourci pour se mettre d'accord. Il faut toujours travailler avec chacun, écouter chacun pour trouver le terrain d'entente. Et parfois, il faut créer ce terrain d'entente. Donc, c'est ça le rôle principal que je joue depuis une dizaine d'années. Et j'avoue que c'est ça que je trouve plus intéressant. Mais plutôt que défendre les intérêts d'un seul pays ou seul groupe de pays, c'est aider tout le monde à se mettre d'accord. Et à quoi ressemble votre vie en dehors d'une COP? Parce que c'est vrai que pour le grand public, une COP, voilà, ça dure 10 jours, 2 semaines. C'est le moment où on suit un petit peu l'actualité climatique internationale. Mais pour une personne qui le vit de l'intérieur, tous les autres jours, vous faites quoi? Vous voyagez, vous allez voir les pays, vous négociez? Bon, en ce moment, c'est plus calme parce que je n'ai plus de responsabilité. Donc, c'est très bien. Mais lorsque j'étais soit négociateur en chef, soit président de l'organe subsidiaire, soit dans une présidence, c'est vrai que la vie est très encadrée. Il y a énormément de réunions tout au long de l'année. Déjà, la COP, c'est 15 jours habituellement en novembre ou décembre, mais il y a 15 jours de réunions en mois de juin, à Bonn, de préparation, avec souvent une semaine de préparation en amont. En 2015, pour préparer la COP29, il y avait 4 ou 5 réunions supplémentaires. Et en tant que présidence, on a organisé plusieurs réunions informelles, on a participé à beaucoup de réunions avec d'autres pays, et les voyages, malheureusement, ça fait partie du lot. Parfois, on enchaîne des voyages toutes les semaines à l'autre bout du monde. D'un point de vue du bilan carbone, on est des criminels. On n'est pas sur de bon côté. Mais sur ce contact, cette capacité à discuter avec les uns les autres, c'est quand même essentiel. Parce qu'à terme, lorsqu'on cherche un accord, c'est un travail humain. Il faut connaître les gens.
Bien sûr, il faut connaître les positions des pays, et on passe beaucoup de temps. En 2015, on a pu mobiliser l'ensemble de la diplomatie française, toutes les ambassades et missions sur place, pour nous renseigner sur les positions, les besoins des pays et les intérêts à l'intérieur du pays. Mais à terme, il faut parler avec les gens, il faut les écouter. Et cette écoute est particulièrement importante lorsqu'on est dans une négociation difficile, parce que ça permet de savoir les limites des uns des autres. Les négociateurs n'annoncent pas la ligne rouge, ils annoncent leur position. Mais c'est une position tactique. Ce dont on a besoin, c'est d'identifier les besoins absolus de chacun et comment les réconcilier et les aider à entrer dans cet espace possible, de solutions possibles. C'était ça l'objet de la COP21, et ça reste la négociation traditionnelle et toujours autour de ça. Alors la COP, justement, parlons-en. La COP, donc j'ai oublié de le préciser, c'est la Conference of Parties, la conférence des parties. Il y en a une par an, bon, sauf en 2020, tout le monde se souvient pourquoi. Alors une COP, concrètement, à quoi ça sert en fait? Parce que parfois on entend alors les détracteurs de la COP dire oui, c'est des chefs d'État qui prennent un jet privé, ils se retrouvent, ils disent aux gens de ne pas prendre de paille en plastique et ensuite ils rentrent chez eux, quoi. Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Concrètement, c'est quoi une COP? À quoi ça sert? J'avoue que lorsque nous avons fait la COP21 au Bourget, je craignais que les gens n'arrivent à l'aéroport du Bourget. Non, avec le jet privé, ça aurait été mauvais signe. Mais sérieusement, la conférence des parties, c'est un peu le parlement de la Convention climat. C'est l'endroit où les parties, les pays qui ont ratifié la Convention, se retrouvent pour prendre les décisions sur sa mise en œuvre. Alors la Convention climat, rappelez-nous ce que c'est. Alors la Convention climat a été adoptée, signée à Rio en 92, et c'est effectivement le texte de base. Il y a 198 parties à la Convention climat. Ça c'est plus que l'Assemblée générale des Nations unies, parce que là-dedans, on trouve l'Union européenne à titre propre, on trouve la Palestine, on trouve le Saint-Siège, qui ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Donc, on est presque 200. C'est un traité universel. Et ça fixe l'objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du climat. Alors là, c'est l'objectif de base, mais on a complété en 1997 par le protocole de Kyoto et en 2015 notamment par l'accord de Paris, qui est plus opérationnel, qui va plus loin dans la définition des objectifs nettement sous 2 degrés, poursuivre les efforts pour limiter 1,5. Et cet objectif de 1,5 est vraiment essentiel, et associer tous les pays à l'action. Donc la Convention, c'est le texte de base, mais on a complété par la suite par d'autres textes. Alors quand vous dites 1,5, donc c'est 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industriel, donc c'est l'objectif finalement de l'accord de Paris. Bon, malheureusement, des scientifiques ont été très transparents ces dernières semaines pour dire que ça allait être difficile finalement d'atteindre cet objectif. Et on entend justement, en parlant un petit peu de catastrophisme, même si j'aime pas ce mot, on entend souvent que c'est la COP de la dernière chance. On dit ça tous les ans à toutes les COP. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et quand est-ce que sera la COP de la dernière chance, mais la vraie? J'utilise jamais cette expression parce que c'est inutile. C'est plutôt médiatique. C'est faux. Le GIEC a été très clair, chaque fraction de degré compte. Donc même si on dépasse les 1,5, ça reste une référence, mais on fait de notre mieux pour limiter au maximum les températures. Donc l'idée qu'on a perdu, qu'on lâche tout ça, c'est vraiment faux. Alors je pense que cela étant, le rôle de la COP évolue. Et je pense que c'est ça qui est important à saisir. Comme je disais, la COP, c'est un peu le Parlement, c'est la législature. C'est l'endroit où les partis se retrouvent, c'est un processus intergouvernemental. On prend des décisions, on adopte de nouveaux traités, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris en 2015, les textes de référence.
Ensuite, on complète par les lignes directrices, les règles d'application. Et nous avons pris quelques années après Paris pour mettre en place l'ensemble des lignes directrices d'application de l'accord de Paris. Tout ça, c'est en place maintenant. Donc, ces négociations changent de nature. Depuis Paris, on a une montée en puissance de ce qu'on appelle l'agenda de l'action. C'est quelque chose qui se passe en parallèle au processus formel intergouvernemental. Ça associe les pays, les partis, évidemment. Ça associe des organisations internationales, les organisations onusiennes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, la Banque mondiale. Ça associe les entreprises, ça associe les collectivités, ça associe la société civile. Donc c'est un endroit qui ne fonctionne pas par consensus. C'est un endroit où on ne va pas arrêter des normes, on n'adopte pas les décisions qui sont approuvées par toutes les parties, mais on met en place des espaces de collaboration autour des enjeux différents, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit les gaz à courte durée de vie, le méthane, les gaz fluorés, pour l'adaptation. Donc ces espaces de collaboration montent en puissance. On a maintenant... Ces derniers COP, on était à 50, presque 100 000 participants, beaucoup plus qu'à Paris. Et ce n'est pas parce que les gens viennent pour les négociations, on continue à négocier, mais de plus en plus, on est dans la facilitation de la mise en œuvre. Comment on va travailler ensemble pour dépasser les barrières à l'action. Et donc, ce n'est pas la dernière chance. On est dans un débat maintenant, comment on peut accélérer, comment on peut dépasser les freins à l'action. Et évidemment, le contexte géopolitique n'est pas facile. On est contre-courant d'une certaine façon en ce moment, mais on a encore plus besoin de ce type de collaboration. Moi, j'estime qu'on a besoin de mettre un forum de mise en œuvre au sein de la COP, parce que ces initiatives lancées ces dernières années depuis Paris par les présidences successives, certaines sont très utiles, très importantes, d'autres disparaissent. Il n'y a pas de service après-vente. Donc, on a besoin de recadrer cet exercice et les utiliser pour une véritable collaboration des pays volontaires avec d'autres acteurs de mise en œuvre dans les entreprises, dans les collectivités, pour accélérer l'action. Alors, donc, la COP change de nature. L'accord, c'est ce qu'on voit dans les médias. Quand j'allume ma télé, quand j'ouvre le journal, je vois Laurent Fabius avec son petit marteau taper, voilà, accord historique. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, pour prendre l'accord de la COP21, puisque c'est vous qui étiez en charge des négociations, qu'est-ce qui s'est passé les mois avant ? Est-ce que cet accord, finalement, il était déjà, entre guillemets, prêt avant d'arriver au Bourget, et ensuite il suffisait de réunir tout le monde pour signer, ou alors, au contraire, tout se joue dans la dernière ligne droite ? Quelque chose que nous avons dit très clairement, c'était que la France n'avait pas de texte. Il n'y avait pas de texte préparé par la France en tant que présidence de la COP, prêt à être mis sur la table à la dernière minute. Les Danois à Copenhague avaient commencé à faire une rédaction parallèle à la négociation formelle. Ça a fuité à la presse et ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. On a mis les partis devant leur responsabilité à trouver les solutions. Bien sûr, on était là pour faciliter ces travaux. Mais nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, passé beaucoup de temps à comprendre les positions des uns des autres, à les écouter. Parfois, une présidence doit être impartiale dans la façon qu'elle gère le processus. Elle n'est jamais neutre sur la qualité du résultat, mais elles doivent associer tout le monde. Si on oublie d'associer les pays clés ou les groupes à Bakou l'année dernière, la présidence azérie a un peu oublié ou négligé de consulter les États insulaires et les pays les moins avancés à un moment critique et a subi énormément de critiques le lendemain. Ça a failli dérailler la dernière phase de la conférence. Donc la bonne gestion, écouter tout le monde, ça compte. Nous avons également organisé beaucoup de réunions informelles avec les pays, avec les ministres. On les a mis en petite salle, 20 maximum. Bien sûr, ils lisent un peu les éléments de langage préparés par les équipes, mais ils sont également obligés d'écouter les uns les autres, comprendre les besoins de leurs partenaires. Au bout d'un certain moment, on ne peut pas simplement répéter la même ligne. On a besoin de dire « Oui, je t'entends, mais pourquoi tu ne
de quoi tu as vraiment besoin? Et que les Américains commençaient à en parler en off, et on savait que les Américains parlaient avec les Chinois, avec les Saoudiens, avec tous les partis, mais on ne peut pas simplement laisser ça aux autres. C'est important d'encourager ces dialogues, mais il faut que tout le monde soit entendu. Il faut qu'on prenne en compte les intérêts de tous les groupes, y compris les pays les moins avancés, y compris les États insulaires, et non seulement les grands. Donc pour une présidence, c'est explorer avec tout le monde ce qui est possible. Ensuite, évidemment, la COP elle-même, il y a un moment au milieu de la COP où la présidence a dû reprendre le texte de base et faire 3 itérations, et chaque fois essayer de placer le texte, non pas comme étant le texte final parfait, mais pour créer la bonne dynamique pour que les pays se parlent, échangent et trouvent le compromis final. Donc il y a eu énormément d'exploration. On avait une équipe à ce moment-là très expérimentée, qui connaissait les intérêts de chacun sur chacun des sujets, et ça nous a servi. Donc il y a beaucoup de préparation en amont. Et ça, c'était vraiment critique pour la COP21. Alors la COP21, elle a déjà 10 ans bientôt, c'était en décembre 2015, dans des conditions très difficiles, en plus un mois après les attentats de Paris, pour remettre dans le contexte. Accord historique, les États s'engagent à maintenir le réchauffement à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel et si possible aller vers 1,5. Nous allons bientôt fêter les 10 ans de cet accord. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire depuis 10 ans? On avance. On n'est toujours pas sur la bonne trajectoire. Mais l'accord de Paris n'a pas résolu la lutte contre le changement climatique. C'est un outil dont nous devons utiliser. Nous devons nous en servir. Mais l'accord lui-même, si on laisse ça comme un papier sur la table, ça ne résout pas le problème. C'est comment on s'en sert, c'est la mise en œuvre. Donc, avec l'accord de Paris, quasiment tous les pays ont proposé une contribution nationale, une contribution déterminée au niveau national. Et déjà, à ce moment-là, on est passé d'un réchauffement qui avoisinait les 3,5, peut-être même 4 degrés de réchauffement, pour descendre sous les 3 degrés, de 4, de 8, selon les estimations. On a eu, depuis lors, beaucoup de pays qui se sont fixés des objectifs de neutralité carbone mi-siècle, 2050, 2060 pour la Chine, Inde un peu plus tard. Si on additionne ça, on commence à s'approcher des 2 degrés de réchauffement. C'est toujours pas assez, et il y a un gros problème là-dedans parce qu'il y a une incohérence entre les politiques de court terme et les objectifs de moyen long terme. Donc, l'objectif, c'est de continuer à rapprocher ces objectifs. L'exercice en cours de demander de nouvelles contributions nationales au pays devrait nous rapprocher davantage de la trajectoire, mais c'est progressif. Et l'autre élément, c'est on commence à faire tourner un système de contrôle au cœur qui se situe au cœur de l'accord de Paris, le système de transparence. Les pays doivent rendre compte de leurs émissions et de leurs actions. Donc nous avons eu l'année dernière une centaine de pays qui ont transmis le premier rapport bisannuel de transparence. C'est un système qui commence à tourner en plein régime. C'est obligatoire et contraignant? C'est obligatoire pour tous les pays. Les pays les moins avancés, les pays insulaires, ont une certaine discrétion. Il y a quelques pays qui n'ont pas respecté leurs obligations en la matière, mais la plupart l'ont fait. Un des enjeux maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information. Nous avons les pays qui mettent en place des politiques, qui annoncent des objectifs. Je recommence. On a des pays qui annoncent des objectifs. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent en place des politiques. Ça a été rappelé par la Cour de justice internationale dans son opinion il y a quelques semaines. Il y a ce qu'on appelle l'article 4.2 de la Cour de Paris. Les pays doivent mettre en place des mesures domestiques en vue de respecter les objectifs. Là, c'est pas volontaire. C'est quelque chose qu'ils sont obligés à faire. Donc, on passe d'un débat sur l'ambition, les annonces, sur quelque chose qui est de plus en plus axé sur la mise en œuvre. Et c'est également ce virement
du fonctionnement de la COP. L'accord de Paris nous donne un cadre. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Et est-ce qu'on met en œuvre les politiques? Est-ce qu'on se concerte sur les politiques? Est-ce qu'on nous travaillons ensemble? C'est cette collaboration pour faciliter, pour dépasser les barrières, pour nous aider collectivement, individuellement à dépasser les barrières. C'est particulièrement important pour les pays les plus pauvres, les plus faibles, qui ont besoin d'aide et d'assistance. Que ça viendra des pays développés. Ça viendra de plus en plus des pays émergents. C'était au cœur du débat à Bakou l'année dernière sur la fixation d'un nouvel objectif financier à l'horizon 2035, mobiliser 1,3 milliard de dollars pour les pays en développement, dont 300 milliards mobilisés surtout par les pays développés, mais de plus en plus avec l'appui des pays émergents. Donc cette collaboration pour aider les plus pauvres, et de plus en plus, une collaboration plus large pour nous aider à dépasser les barrières. C'est ça le rôle de la COP dans les années à venir. Alors, il faut se donner des objectifs, vous l'avez dit, il faut mettre en place des politiques publiques, il y a aussi un mécanisme de solidarité, je vais vous parler du fonds pertes et dommages aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe si un État se donne un objectif et ne le respecte pas? Est-ce que l'angle mort de la COP n'est finalement pas un peu là? Bon, il y en a qui pensent qu'on aurait dû avoir des pénalités pour les pays qui ne respectent pas leurs engagements. Sauf que mettre en place un système de ce type-là, tout simplement, ce n'était pas possible. La gouvernance multilatérale, c'est quand même à terme une gouvernance molle. Si on ne peut pas envoyer des casques verts pour fermer les centrales à charbon ou construire des éoliennes, ça ne marche pas comme ça. Donc, que sont les outils dont on dispose qui aura cet impact? Collectivement, c'est la transparence qui joue. La plupart des pays n'aiment pas qu'on les pointe du doigt. Vous avez respecté vos objectifs que vous vous êtes fixés. Oui, j'ai rencontré des problèmes dans la mise en œuvre de mes objectifs. C'est plus difficile à dire. Mais c'est ça, on a un système de contrôle, d'observance, de conformité, mais qui est plutôt sur le respect des étapes, la soumission de documents, la soumission des informations. Si on échoue à respecter l'objectif, il n'y a pas de conséquences. Donc, à ce titre-là, oui, on peut dire que c'est faible, mais la question n'est pas est-ce qu'on a fait cet objectif en 2025 ou 2030, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Donc, il faut tourner dans l'autre sens. C'est une question de facilitation et créer les bonnes conditions pour la transition. Alors là, il y a des forces qui ne veulent pas avancer. On voit ça aux États-Unis avec l'administration Trump, avec son secrétaire d'énergie qui défend les énergies fossiles. C'est un peu difficile à dire à ces gens-là, bon, on essaie de vous persuader. Mais dans d'autres pays, la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables, dans les industries de devenir les véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires, et se situe comme leader de plus en plus, qui n'assume pas forcément ce rôle de leader dans les négociations. Donc, un des enjeux, c'est comment les pays qui, de plus en plus, vont gagner de la transition, ça ne va pas être facile. Même en Chine, il y a toute une transition interne de l'énergie carbonée vers les énergies décarbonées. Et je pense que la Chine ne fera cette transition que lorsqu'elle est prête. Elle est sûre que cette transition marchera bien, en gardant la stabilité sociale et politique du pays. Donc, c'est créer les conditions pour que ça marche. Donc, la pénalité, être pointé de doigt, c'est pas forcément ça qui fera en sorte qu'un pays comme la Chine change d'investissement interne, mais créer les bonnes conditions pour que tout le monde puisse faire ce changement. Et si quelques pays sont à la traîne, on avance sans eux. Alors vous mentionnez la Chine, justement, les chiffres des émissions de gaz à effet de serre du premier semestre ont été publiés. La Chine baisse d'environ 2%, donc ce qui est quand même un chiffre loin d'être négligeable quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre de la Chine. L'Union européenne repart un petit peu à la hausse, mais avait déjà fait des bons efforts. Et les États-Unis, évidemment, sans surprise, repartent à la hausse due à l'administration Trump. Vous avez mentionné le mot de géopolitique il y a quelques minutes.
C'est justement aussi un terrain sur lequel je voulais aller, parce que vous l'avez mentionné, il y a plus de pays dans la Convention climat qu'à l'ONU, donc c'est extrêmement difficile de mêler les intérêts de chacun. Ça veut dire que vous avez la Russie et l'Ukraine, vous avez Israël et la Palestine, vous avez l'Azerbaïdjan et l'Arménie, vous avez des pays qui sont en guerre, tout simplement. Et est-ce qu'on arrive à parler de climat, alors je dirais pas comme si de rien n'était, mais au milieu de cette situation géopolitique, comment est-ce qu'on articule ces intérêts ? Bon, je pense que la question est plutôt est-ce que les pays arrivent à se parler malgré la différence. C'est vrai que lorsqu'on organisait la COP 21 et la COP de Paris en 2015, la Chine et les États-Unis se parlaient. Il y avait un travail intense de préparation entre ces deux pays. Je pense aujourd'hui on n'aurait pas ce niveau de collaboration et de dialogue. C'était pas facile pour eux de se mettre d'accord, mais ils se sont parlé. Les tensions qui existaient entre d'autres pays ont parfois fait irruption dans les négociations. J'ai rencontré, même avant la guerre en Ukraine, ou la guerre actuelle en Ukraine, il y a eu des difficultés entre la Russie et l'Ukraine sur certains rapports qui faisaient référence aux rapports transmis par les deux pays, mais chacun utilisait sa définition de la frontière. Et donc, il ne reconnaissait pas l'information fournie par l'autre. Donc, ce type de problème va sans doute devenir de plus en plus courant. Israël, Palestine sont tous les deux partis à la convention, à l'accord de Paris. Donc on peut imaginer que les informations qu'ils fournissent, il y aura des contradictions, etc. Donc à niveau technique, ça peut poser problème. On doit dire, voilà, c'est sans préjuger des désaccords entre vous, mais voilà les informations. Depuis longtemps, il y a une carte sur le site du Maroc en disant c'est sans préjugés des frontières, etc. Parce que évidemment il y a une position nationale du Maroc qui n'est pas reconnue par l'Algérie et par rapport au Sahara. Donc, du Sahara occidental. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de tensions possibles de ce type-là. Donc ça crée ce niveau technique. Ensuite, est-ce que ces tensions débordent dans la salle, donc on n'arrive pas à avoir un dialogue entre l'Union européenne et la Russie parce qu'ils ne se parlent plus. J'ai vu les Européens quitter la salle lorsque la Russie commençait à prendre la parole en plénière pour protester contre certains des propos par rapport à l'Ukraine. Donc là, en plénière, on peut gérer. C'est un endroit où on fait un peu de mise en scène, donc chacun peut annoncer et si tout le monde n'est pas d'accord, ça va, à condition qu'on puisse toujours réconcilier les gens autour des actions. Alors, beaucoup dépend de la configuration des intérêts. Parfois, des pays qui sont même en guerre vont se retrouver autour de positions plutôt proches sur le fond d'un sujet du climat. Donc, ils ne vont pas nécessairement adopter des positions opposées, donc ils sont peut-être un peu pas très... La position, c'est pas ça qui détermine la possibilité de réconcilier tout le monde. Ils se neutralisent, mais peut-être ils ne jouent pas de rôle majeur dans la négociation qui va être dominée par l'Europe, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, etc. Donc peut-être la position de la Russie et l'Ukraine ne compte pas pour grand-chose. Mais si à un moment ou d'autre on se trouve avec des pays qui ne sont pas d'accord sur des informations techniques, mais qui ne sont pas d'accord non plus sur les orientations, les grandes orientations de l'accord qui est en train de se dessiner, ce sera fort difficile à résoudre au sein de la Convention climat et de l'accord de Paris, parce qu'on n'a pas nécessairement les outils. Ce qu'on n'arrive pas à résoudre à l'ONU, on ne va pas nécessairement résoudre ici. Mais comme j'ai dit, on peut avoir des terrains d'entente simplement parce que ce n'est pas ça la cause de la guerre entre ces deux pays. Si on commence à se trouver avec des guerres autour de l'eau dans les années à venir, ça peut être plus problématique, parce que ça peut être même les changements climatiques qui aggravent la situation, le conflit et les tensions sur le terrain. Il faut voir l'évolution de la situation. Ça veut dire que d'une certaine façon, certains sujets vont glisser vers le Conseil de sécurité, les autres instances de l'ONU, et la Convention climat et l'accord de Paris s'occupent de ce qui est strictement CO2, la collaboration
etc. Et pour terminer, ce que j'ai décrit comme l'agenda de l'action, cet espace de collaboration, ce forum de mise en œuvre dont on a besoin, c'est plus sur une base volontaire. Donc, si les pays ne veulent pas y participer dans une initiative donnée, on peut avancer avec les pays volontaires. Donc, on peut peut-être contourner parfois les conflits. Mais c'est inquiétant parce que avec un système qui fonctionne par consensus, un conflit peut potentiellement bloquer l'ensemble. Alors, de notre point de vue d'Européens, en tout cas, moi, de mon point de vue de Français, qui lit la presse française, alors aussi un peu la presse internationale, mais enfin, ce qu'on voit surtout dans la presse française, c'est qu'on voit que le lead de la diplomatie climatique est plutôt pris par l'Union européenne, par la France. On se souvient Emmanuel Macron qui a dit « Make our planet great again » lorsque le président Trump était sorti de l'accord de Paris. Vous, de ce que vous voyez en off, finalement, ce qu'on ne voit pas à la télé, et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a le bon message? Est-ce que les Européens sont véritablement les leaders de la diplomatie climatique? Ou alors est-ce qu'il y a une émergence? Je pense aux États insulaires, je pense à la Chine également. Même, je veux dire, on peut être climato-sceptique, ce qu'on veut, mais la Chine a compris qu'il y avait un intérêt économique à aller dans la diplomatie climatique. Qui sont les leaders de la diplomatie climatique aujourd'hui? Moi, je suis pas responsable de pilotage du processus ni de pilotage d'une délégation en ce moment, donc je suis un peu plus libre. Je pense pendant des années, l'Europe a vraiment intégré le changement climatique comme étant un élément de l'ADN de l'Europe. Et notamment ces dernières années, avec la mise en place du Green Deal, etc., je pense que ça a permis à l'Europe et à Paris, c'était l'Union européenne avec d'autres qui a vraiment créé une impulsion pour avoir un bon accord. Comme j'ai dit, pour la présidence, on n'était pas neutre, c'est la qualité. On voulait pousser vers le haut. Et nous avons beaucoup travaillé à la fin de l'accord de Paris avec la coalition Haute Ambition. Et ce n'était pas que l'Europe, c'était des pays d'Amérique latine, c'était les pays insulaires, c'était notamment les îles Marshall avec Tony de Broom qui était ministre des Affaires étrangères des îles Marshall à l'époque. Un pays, beaucoup de gens ont du mal à placer sur une carte. C'est une zone de l'océan Pacifique avec quelques confettis d'îles. Dans toute autre enceinte, ça ne sera pas une puissance. Mais là, il y avait une voie morale, un levier qu'il a utilisé pour créer cette coalition. Donc, on a eu différentes coalitions qui ont émergé à différents moments. Souvent, l'Europe en faisait partie, mais avec surtout cette voix des pays les plus vulnérables, qui ont c'est une voix beaucoup plus forte dans la Convention climat qu'ailleurs, à l'ONU, etc., où c'est souvent les grands. Et un des aspects du fait multilatéral, c'est qu'il faut que tout le monde soit entendu. On pouvait faire quelque chose sur les changements climatiques avec uniquement, par exemple, le G20. Les 20 principaux émetteurs sont dans le G20 et on a 80 voire plus % des émissions mondiales. Donc, d'une certaine façon, les autres, on n'en a pas besoin. Mais pour vraiment traiter ce sujet de façon juste, on a besoin d'écouter les vulnérables. Donc, la force, oui, l'Union européenne en a fait partie. Je commence à m'inquiéter avec les dérives de ce dernier temps. Le backlash économique. Il y a des questions de backlash. C'est difficile de mettre en place des politiques sur le climat. Je pense que c'est normal qu'on rencontre une opposition lorsqu'on passe à faire des choses sérieuses. Si on est en train de réduire à la marge nos émissions, on ne remarque pas trop. Lorsqu'on fait une transformation profonde de la façon qu'on fonctionne, qu'on se déplace, qu'on chauffe, que fonctionne l'industrie, ce sont des choix difficiles. Donc c'est normal que le débat soit vif sur ces questions. La question c'est est-ce qu'on garde cette détermination d'avancer, ou est-ce qu'on cède aux sirènes qui disent bon on arrête, on cède, et je pense une des questions maintenant, l'Europe est face à ses responsabilités, notamment pour imaginer la transition de l'industrie européenne. Est-ce qu'on voit que les Américains ont fait le choix un peu de protéger l'industrie américaine traditionnelle, la voiture thermique,
malgré Tesla. Bon, Elon Musk n'a plus d'influence, heureusement peut-être, mais néanmoins, le choix, c'est de dire, ils ont fait le choix de maintenir la dominance du pétrole et des énergies fossiles, qu'ils maîtrisent. Ça correspond d'une certaine façon à leur intérêt traditionnel. C'est pas forcément une vision très, très sage pour l'avenir. La Chine fait autre choix. Est-ce que l'Europe fait le choix de mener à bien la transition, ou est-ce qu'on dit, voilà, on va continuer à protéger nos industries traditionnelles pendant encore une décennie sans préparer la relève? Je pense que c'est le vrai choix pour l'Europe en matière de transition. Est-ce qu'on est vraiment dans une stratégie industrielle solide, ou est-ce qu'on fait à coup et on ne donne pas la visibilité à long terme? C'est le choix, et je suis un peu inquiet de la façon qu'on s'organise en ce moment. Oui, en fait, finalement, c'est comme si on avait fini le plus facile, on a enlevé le gras, et maintenant on rentre dans le muscle. En fait, voilà, on a enlevé les émissions qui étaient... qui n'allaient pas inquiéter grand monde, entre guillemets, et puis maintenant, s'il faut passer au tout électrique, s'il faut enlever le gaz, là on commence à toucher des industries extrêmement puissantes, et pour décarboner, ce sera forcément une autre paire de manches. J'aimerais qu'on parle de solidarité, juste une dernière question avant sur le mécanisme même de la COP. Est-ce que vous, dans les couloirs, vous avez vu des choses, peut-être un moment qui vous a marqué avec un ou une chef d'État ou un ou une diplomate, où vous vous êtes dit, là, à ce moment-là, là, ça a basculé là. J'ai du mal à répondre à ces questions, parce que c'est un ensemble. Il y a des points critiques dans toute discussion, mais souvent, c'est pas visible. Parfois, c'est les conversations en off. Parfois, c'est ce qui se passe dans les couloirs plutôt que dans la plénière. Le off a plus de poids que le on? C'est compliqué. Ça dépend de la réunion. Ça dépend de la dynamique. La plénière, si on va en plénière, on essaie de résoudre la question. C'est comme à Copenhague. On savait que c'était fini. On n'allait pas résoudre les différences dans la salle. On entendait le Venezuela qui claquait son panneau pour demander la parole et a montré que sa main saignait tellement elle avait utilisé sa force. C'était clair qu'à ce moment-là, on n'allait pas trouver un accord en plénière. Cette conférence n'allait pas réussir. À d'autres moments, on résout les questions off. À Paris, il fallait trouver un accord, notamment avec que la Chine dise très clairement, à la fin, il y avait ce débat sur le Schallschutz dans le texte final. Ça a été résolu. Pendant cette pause, beaucoup de pays n'étaient pas contents, mais la Chine a clairement accepté que c'était quelque chose qu'il fallait changer, compris. Et ensuite, la plénière, c'était le secrétariat qui a lu une série de corrections techniques de l'estrade qui, en une minute, a listé 4-5 petits points dans ce changement de Schallschutz comme un petit point technique. Donc, le vrai débat a eu lieu dans une petite salle à côté ou dans une petite conciliabule, huddle, comme on les appelle dans la salle, et les gens trouvent à un moment un accord. Ça arrive souvent comme ça lors de ces COP. On suspend les travaux, soit on va dans une salle de côté, soit on se trouve tous au milieu jusqu'au moment où on résout la question. Oui, en fait, c'est une grande partie d'échecs, voilà, où tout le monde est en train de jouer son jeu. Mais je me souviens, j'ai eu la chance d'aller à une COP où on s'était rencontrés. D'ailleurs, c'est la COP 26 à Glasgow. Et j'étais allé dans la salle plénière. Alors, j'étais un peu étonné parce que je m'attendais à une COP, à quelque chose de grandiloquent, un peu comme l'ONU. En fait, vous êtes dans un hangar en périphérie de la ville. C'est souvent dans des endroits assez peu reluisants. Et en le fait, Bourget, c'était ça. Le Bourget. Hangar, littéralement, hangar. Alors, le hangar, ça, je veux bien vous croire au Bourget. En tout cas, à Glasgow, vous l'avez vu aussi, c'était un peu la même chose. Et en fait, le dernier jour à la plénière, je me souviens, j'étais dans la salle, et donc il y avait le président de la COP 26 qui avait lu une correction technique, justement, au lieu de passer de phase out pour les énergies fossiles, donc sortir, l'Inde et la Chine avaient demandé de dire phase down, donc réduire. Donc en fait, c'est un changement de 2 lettres, finalement, mais qui a complètement changé la phase de cette COP. Donc en fait, ce sont ces corrections techniques dont vous parlez, mais en fait, c'est pas une correction technique, ça change tout.
Bon, ça, comme j'ai dit, ça a été lu comme une correction technique, mais ça a changé la force juridique à Paris, passer de Charles doit à Chaude devrait, change la force juridique du paragraphe. Pareil, phase out, phase down. Ça, je trouve, c'était plus le signal sur l'importance de passer vers la fin du charbon à Glasgow que le message. Le choix de phase out, phase down, je pense, a été exagéré. Je pense que c'est le message qu'on allait en ce sens qui était le signal que donnaient ces conférences. Il y avait beaucoup d'autres éléments dans ces textes qui ont été adoptés lors de ces conférences qui étaient solides. Donc parfois, on est très focalisé sur un changement, un choix de mots à la fin, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Encore une fois, c'est pas le signal en lui-même, l'expression qui est nécessairement ce qui compte. C'est le fait qu'on avance dans ce sens et ensuite, comment on utilise cet outil? Comment on utilise ce message sur on se dirige vers la fin du charbon, on se dirige vers la fin des énergies fossiles. On peut mettre dans une décision, on arrête les énergies fossiles, mais ça n'a pas d'effet immédiat. C'est qu'est-ce qu'on fait avec. Donc c'est les politiques de mise en œuvre. Et de plus en plus, les effets d'annonce des décisions de la COP doivent laisser la place aux politiques de mise en œuvre. Et c'est ça qui sera de plus en plus important dans les années à venir. Alors si on reprend les 3 piliers ESG, les fameux dont on entend parler, environnement, social et gouvernance, on a parlé de la gouvernance de la COP, l'environnement, la partie carbone, mais il y a aussi une grande partie sociale, le fameux fonds pertes et dommages. Alors en fait, donc, c'est associé aux émissions historiques, donc si on reprend le carbone, une fois qu'il est émis, il ne s'en va pas, il reste dans l'atmosphère pendant une certaine durée de temps, et donc si vous êtes un pays développé depuis longtemps, vous avez émis plus de carbone, et donc il y a un stock dans l'atmosphère dont vous êtes plus responsable que les autres. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait ce fonds, donc que les pays développés abondent pour les pays en voie de développement, sauf que ce fonds, on n'en a jamais vraiment atteint l'objectif, et en plus certains dons n'étaient pas réellement des dons, c'était plutôt sous forme de prêts. Comment est-ce que des pays développés, comme la France, les États-Unis, peuvent dire aux pays en voie de développement, écoutez, vous n'allez pas pouvoir vous développer comme nous on l'a fait, et en plus on ne va pas trop vous aider? Je pense que vous êtes en train de confondre plusieurs outils, donc essayons de les séparer. Il y a une collaboration sur la question de financement du développement, et surtout financement de l'atténuation et en partie de l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Là, c'est en place depuis longtemps. Le Fonds vert pour le climat, qui certes n'est qu'une petite partie de l'architecture, autour de 10 milliards pour chaque reconstitution, même un peu moins. Là, c'est un élément dans un paysage beaucoup plus large de financement. C'était l'objectif des 100 milliards de financement mobilisés par les pays développés, publics et privés, la partie bilatérale, la partie multilatérale, mais le financement privé mobilisé en plus. Il y avait un objectif d'augmenter là-dedans le financement pour l'adaptation, pour faire face, pour se préparer aux impacts des changements climatiques. Donc, et là s'inscrit plus largement dans un financement des banques multilatérales, comment rendre l'accès au financement moins cher pour les pays en développement, etc. Donc il y a tout un élément là, et je passe très très rapidement dessus parce que c'est très complexe, mais qui est essentiel, mais un élément de solidarité, un élément de coopération, c'est lié au développement, c'est lié également aux questions de solidarité climatique. Ce dont vous parlez plus précisément avec les pertes et préjudices, c'est une question des impacts des changements climatiques auxquels on ne peut pas s'adapter. Qui dépasse la capacité d'adaptation des pays, qui se ressentent et qui, effectivement, détruisent le capital des pays et la capacité à construire l'avenir traditionnel, sur les bases traditionnelles. C'est un autre sujet. C'est parfois difficile à faire les distinctions entre l'adaptation et la réponse aux pertes et préjudices.
parce qu'on s'adapte aux impacts des changements climatiques. On imagine des nombres de constructions qui sont plus élevés, on construit une route à un autre endroit pour que ça ne soit pas inondé ou détruite par la montée des mers. Mais il arrive un moment où on ne peut pas simplement changer de façon qu'on fait la même chose. On doit faire autre chose. Alors le fonds pour les pertes et préjudices a été mis en place il y a 2 ans, 3 ans. Il y a un financement initial pour que ça tourne. Je pense que le vrai défi, c'est comment mobiliser un financement, oui, des pays développés, mais également un certain nombre de pays émergents ont contribué. Les Émirats ont contribué au financement de ce fonds, le lancement de ce fonds. La question, quelles sont les autres sources de financement qu'on peut imaginer? Ça fait des années qu'on parle du potentiel de financement complémentaire, de financement innovant, des charges sur différentes initiatives, des contributions des taxes internationales, etc. C'est très difficile à mettre en place, mais c'est un travail important d'essayer de mobiliser en ce sens. La France porte beaucoup ce volet-là, qui a le potentiel de générer d'autres sources de revenus que les simples contributions traditionnelles publiques vers les fonds. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à mobiliser d'autres sources de financement? Parce que c'est vrai, les budgets des pays développés, on ne peut pas compter sur ça pour des contributions simples, traditionnelles. C'est l'aide au développement est sous pression. Les budgets partout sont sous pression. Ce financement traditionnel n'arrivera pas à mobiliser ce dont on a besoin pour accompagner et la transition et surtout faire face aux pertes et préjudices. Donc on a besoin d'imaginer plusieurs types de financement. Là où il y a un investissement dans l'atténuation qui va quand même générer des revenus à terme. C'est un système énergétique, mais ça coûte plus cher que quelque chose actuel. Donc on doit faciliter l'accès au capital pour construire ce projet-là. Ailleurs, l'adaptation, on évite les impacts. Donc on va à terme gagner les pertes et préjudices. Si on doit reconstruire parce que le capital du pays a été détruit, c'est la capacité de solidarité là-dedans, mais c'est également imaginer des systèmes qui sont beaucoup plus robustes et résilients à terme. Mais là, c'est là où peut-être le financement ça va être le plus critique et le plus difficile à mobiliser. C'est là où je pense que les sources innovantes doivent être explorées. Alors à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous sommes à quelques semaines de la COP30 qui aura lieu à Belém, alors qui fait déjà un petit peu parler d'elle parce que certaines délégations ont du mal à s'y rendre parce que Belém déjà c'est tout petit et aussi parce que les prix des hôtels sont faramineux, certaines délégations ne pourront pas s'y rendre, mais au-delà de ça, au-delà de la polémique, quels sont selon vous les grands enjeux, les grands objectifs de cette COP et des suivantes? Sur quoi est-ce qu'on pourrait se focaliser et où est-ce qu'il pourrait y avoir des surprises? Parce que parfois aussi on a des accords surprises pendant les COP. Bon, je pense que, mettons de côté les surprises, ça peut toujours arriver. Je pense que ce qui est intéressant avec la COP de Belém, certes le choix de Belém est compliqué, mais c'est un choix symbolique. C'est dans l'Amazone. C'est un endroit où la vulnérabilité au changement climatique est évidente, mais également, c'est la question de la forêt, de la déforestation, et le Brésil porte notamment un projet, une initiative de financement de la forêt, et clairement, c'est une des priorités pour ce pays. Je pense plus largement, c'est une conférence avec un certain nombre de sujets qui doivent être traités dans les négociations classiques, mais je ne vois pas le président de la COP taper son marteau à 3h le dimanche matin, comme se termine souvent la COP, et le résultat final, c'est quelques décisions sur les indicateurs d'adaptation à un programme de travail, sur la transition juste. Ce sont des éléments importants, mais c'est pas ça le message principal dont on a besoin de cette conférence. Face au conflit, face aux tensions géopolitiques, face à la défection des Américains, l'année dernière, c'était 1,54 de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. C'est un autre type de message dont on a besoin.
On a les contributions déterminées au niveau national qu'on espère toujours voir au cours des prochaines semaines. J'espère que le temps que votre podcast sortira, il y en a un peu plus sur la table qu'aujourd'hui, y compris l'Union européenne avec, j'espère, un niveau d'ambition correct, compatible avec 1,5. Mais on sait que même avec les meilleures contributions possibles, on ne sera probablement toujours pas sur la voie de 2 degrés, sans parler de 1,5. Donc la question, c'est quelle réponse peut porter cette conférence? Et la présidence brésilienne a un certain nombre d'outils qu'elle peut utiliser. Il y a ce qu'on a appelé la mission 1,5, qui a été lancée à Dubaï sur 2 ans, avec les présidences successives. Ce n'est pas un processus de négociation, mais c'est une façon pour le Brésil, notamment, de tirer les fils sur comment renforcer l'ambition de l'action, la mise en œuvre, non seulement des annonces, mais combler ce retard dans la mise en œuvre des objectifs. Là, je trouve que ce que j'ai décrit comme l'agenda de l'action et reformuler cet espace-là pour en faire un forum de mise en œuvre pourrait être un élément important de cette réponse, parce que c'est la collaboration pour aider chaque pays à faire plus. Autour des différents thèmes sortis du bilan global de Dubaï, qui s'est fixé les objectifs de tripler les renouvelables, doubler l'efficacité énergétique, mener la transition à partir des énergies fossiles, arrêter la déforestation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans ce sens? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans le sens des différents éléments, des objectifs qu'on s'est fixés sur l'adaptation? Donc, utiliser cet outil-là, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a l'année dernière à Bakou, on s'est fixé un objectif financier. On a également lancé une feuille de route Bakou-Belém sur les finances. Le Brésil mobilise avec son ministre des Finances d'autres ministres des Finances. Donc ça permet, et les banques multilatérales, les autres acteurs de ce débat-là. Donc on commence à parler plus sérieusement de la transformation de ce domaine. Alors, évidemment, il y a des absents. Les États-Unis sont absents maintenant. C'est problématique. Mais on peut quand même avancer sur qu'est-ce qu'on commence à rapporter, non pas comme un objectif, une annonce, mais quelque chose qui est de plus en plus des actions concrètes avec les personnes qui sont capables de prendre des décisions là-dessus. Les ministres de l'environnement, les ministres du climat qui participent traditionnellement à la COP ne sont pas nécessairement les gens qui prennent ces décisions-là. Et enfin, depuis Paris, on a souvent, la présidence organise souvent un sommet avec des chefs d'État, des chefs de gouvernement. À Paris, on a fait ça au début de la conférence, essentiellement pour passer un message simple. Il faut un accord. Nous attendons un accord. Et ensuite, les négociateurs, les ministres avaient un objectif fixé par le chef d'État. C'est difficile de ne pas donner suite. Sinon, on doit s'expliquer en rentrant chez lui. Parfois, la présence de chefs d'État, chefs de gouvernement, n'a pas été aussi claire. Je pense que cette fois-ci, ils font une conférence quelques jours avant l'ouverture de la COP avec les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Ils font également quelques événements avec les entreprises, avec les collectivités, etc. Également en amont, pas nécessairement à Belém. Donc tout ça doit envoyer les messages. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons mettre en œuvre. Nous allons faire plus. Nous avons besoin d'actions de mise en œuvre. Donc je pense la façon qu'utiliser les signaux que peuvent passer, c'est important. Donc la présidence dispose de différents éléments, mais surtout, à la fin d'une conférence, plutôt que de dire voilà une plaquette sur tout ce qu'on a fait, ce dont on a besoin, c'est une feuille de route sur ce qu'on va faire. Comment nous allons collaborer en 2026. On ne sait pas encore qui aura la présidence de la COP 31. Il y a la Turquie, il y a l'Australie qui disputent un peu ce rôle, mais une collaboration avec le pays qui prendra la COP 31. J'espère que nous aurons une décision de la COP. Et si possible, une vision plus longue. Donc, plutôt que de dire, voilà, tout ce qu'on a fait, se tourner vers qu'est-ce qu'on va faire. Et ça sera un changement majeur pour une présidence. On n'a jamais vraiment fait ça. Paul Watkinson, avant de nous quitter, je vais vous poser 2 questions.
que je pose toujours à mes invités. C'est au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prêt à vous passer et de quoi ne seriez-vous absolument pas prêt et quelque chose vraiment auquel vous tenez? Alors moi je réponds toujours à la deuxième question, moi je ne serais pas prêt de me passer d'une part de flan. Donc vous voyez, comme quoi vraiment il y a des petites choses de la vie auxquelles on n'est pas prêt de se passer. J'ai calculé l'empreinte carbone du flan, 75 kilos par an, quand même, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est ma réponse et maintenant j'écoute les vôtres. Bon, je pense que je ne dis pas que j'ai une vie totalement sobre. J'utilise une voiture de temps en temps. Je n'ai pas de voiture personnelle, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a besoin de sortir de Paris assez souvent, donc on a fait ça plus souvent que dans le passé. J'essaie d'éviter depuis longtemps de prendre l'avion pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. J'ai dû voyager au Brésil il y a quelques mois. C'est un peu difficile à éviter ça. Donc c'est un peu ce conflit entre comment faire une vie qui est totalement sobre, mais les exigences professionnelles, même avec le système en ligne, Zoom, Teams, etc., le contact humain est toujours important. Mais j'essaie de limiter, surtout à titre perso, les déplacements, et je pense que je peux faire ça sans trop de problèmes. Là où je pense que j'ai beaucoup de mal, je ne mange pas de viande. Cela étant, j'aurais beaucoup de mal à me passer du fromage. Ah oui, comme ça. Mais c'est marrant, c'est le fromage, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, quand même, de la part de tous les invités. Le fromage, le café revient également un petit peu. Le café aussi, j'avoue, ouais. Oui, voilà, il y a quand même deux, trois petites choses. Ouais. Mais bon, voilà, la vie doit aussi rester un plaisir. Donc voilà, il y a deux, trois petites choses qu'il faut quand même sacraliser et ne pas non plus se passer de tout. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à Comment est votre climat juste avant le début de la COP 30 à Belém. On y voit maintenant un peu plus clair dans les négociations. Et désormais, place aux partis, comme on dit, pour négocier. Merci Paul Watkinson. Merci, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez appris des choses sur la diplomatie climatique et si vous voyez un peu mieux comment fonctionne une COP, n'hésitez pas à le partager. À l'approche de la COP 30, beaucoup de questions se posent forcément sur l'événement. Vous pouvez les écrire en commentaire sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Et si l'émission vous plaît, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité.